comment exploiter de façon efficiente les ressources du sous-sol africain? C'est le thème de cette semaine. Nos invités, Kwandoro Fosu Lawson Hicheli, il est le directeur général de NDT Quality Expertise, ingénieur dans l'aéronautique, et King Dojro, expert en structuration économique et financière, directeur général de Pan-African International TPE Limited. Merci, chers invités, de rester avec nous. Et nos téléspectateurs nous rejoignent très nombreux déjà, plus 228 96 46 10 31. C'est le numéro par lequel vous pouvez nous écrire. Écrivez-nous via WhatsApp, posez vos questions, apportez vos contributions. Et comme tous les dimanches, nous commençons avec Richard Tagba de Kara. Salutations aux invités. À mon sens, l'exploitation efficace et efficiente de nos ressources du sous-sol passera par deux mécanismes, à mon sens. Mise en place d'une politique d'exploitation, pas des spécialistes imbus de la défense du bien national et non pas des expatriés, recherche ou mieux l'implantation des usines ou de la logistique nécessaire au lieu d'un recours à des entreprises étrangères venant avec l'idée du gain substantiel et finalement rien ne profite à ce pays. Cependant, une question me frotte l'esprit. Sur quelle base, de façon générale, se tissent les accords ou contrats d'exploitation de nos ressources par les entreprises étrangères au point que dans le fond de notre marmite, il ne reste pour nous que du riz calciné. King Dojro. D'abord, la nature de ces contrats révèle la nature de notre modèle économique que nos États ont instauré dans le cadre du développement économique de nos nations. Cela veut dire quoi? Ne rien produire de ce que nous consommons. Si vous ne produisez pas ce que vous consommez, vous avez des besoins en consommation, vous ferez appel donc à l'extérieur. Donc, ne rien produire de ce que nous consommons voudra simplement dire que nous laissons le libre champ à des étrangers de venir le faire à notre place. D'où, dans le secteur industriel, on observe que des investissements étrangers. Alors, quand l'investisseur étranger vient sur un territoire, il n'y a pas de réglementation en matière d'investissement pour protéger ce qu'on appelle la préférence nationale. Il vient et il dit, je viens investir 100 millions de dollars pour explorer ton sous-sol, exploiter les minéraux que vous avez, c'est mon business. Mais puisque vous avez le droit de sol, je vais vous concéder ce qu'on appelle le droit de concession. Si j'exploite 1 kilo, je vous donnerai 0,1 franc comme droit de concession sur le fait d'avoir endommagé ton sous-sol. C'est ça la notion du droit de sous-sol, le droit de concession. Le fait d'endommager la nature, il vous dédommage par rapport à ça parce que vous, en tant que l'État, pour me dégager ce territoire, vous allez dédommager aussi les populations qui habitaient ou qui étaient propriétaires de ces sites. Donc, je vous concède, je vous paye ces fonds-là pour d'avoir dédommagé les propriétaires terriens, vous dédommager pour le fait que je vais endommager, abîmer votre sol. Ils sont même généreux même avec nous en fait. Sinon, et nous acceptons ainsi pour dire ok, venez le faire, payez-nous les droits là et puis vous quittez. Mais si nous étions autres, que nos systèmes éducatifs nous ont éduqués ou enseigné ce que c'est que le métier et les matières pour mener des réflexions en termes de négociation avec des investisseurs, on dira à ces messieurs qui viennent investir dans nos pays, bien sûr, vous avez découvert par vos technologies avancées que dans nos sous-sols, nous avons telle matière qui permettront de faire ceci, mais nous voudrons bien sûr que vous installez des usines de transformation sur place et que vous exportez le produit semi-fini ou fini. Parce que j'ai garanti en amont le droit à la création de richesses à ma population. Si vous venez abîmer seulement mon sous-sol, les générations futures n'auront même plus de sous-sol. Mais je veux qu'au moins, vous transformez au moins ce qu'on appelle la première transformation ou semi-transformé, ce que vous allez trouver chez moi. Vous créez en même temps de l'emploi. En attendant, moi en tant que l'État, je m'investis à partir de ces ressources-là, doter ma population d'un système éducatif conséquent pour que plus tard,
les étrangers ne viennent pas me dire c'est nous qui avons trouvé ces matières premières. Que moi-même, mes propres citoyens puissent aller à l'école de la recherche, des fouilles géologiques qui nous permettent qu'on ne fasse plus la géologie en classe, que nos professeurs viennent nous montrer les pierres et les roches. Mais que cette étude-là conduise nos apprenants dans les roches. À Kpalimé, par exemple, il y a beaucoup de roches là-bas. Il y a ce qu'on appelle... c'est cette chaîne d'Atakura là, qui représente beaucoup d'éléments à étude pour nos apprenants en mine ou géologie. Qu'on ne reste pas en classe pour nous dire voilà la nature de telle roche, voilà telle roche, mais qu'on approfondisse les choses, qu'on sache que tout ce que nous enseignons, tout ce que nous apprenons à l'école, c'est une matière et c'est un métier plus tard. Que la sociologie, qu'on apprenne aux ceux qui étudient la sociologie que c'est un métier, que ça ne devient pas une matière pour être professeur. Que quand vous êtes docteur en sociologie, vous cherchez seulement à être professeur d'université, mais que ça soit un métier qui soit au service du développement économique et non un métier qui soit au service d'un système éducatif bidon. Une question connexe. Est-ce que ces contrats sont négociables aujourd'hui pour que les Africains puissent tirer leur part? Certains pays ont tenté, mais avec beaucoup de difficultés. En RDC, il me semble que certains dirigeants ont voulu renégocier les contrats. En Guinée, à la faveur du coup d'État, Mamadi Doumbouya veut remettre les choses à plat. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui conduit finalement à l'instabilité des pays? Parce que... Non, en fait, le sous-sol africain est l'un des problèmes de notre instabilité. Ça, c'est clair et net. Il n'y a pas à douter sur ça. Mais par contre, tout contrat peut être renégocié. Puisque dans le contrat, il y a toutes les dispositions qui disent que en cas de dénonciation, il faut envoyer une lettre recommandée sous 8 ou bien sous... et bien ça sûr. Ne prend effet qu'au bout de 2 ou 3 mois. Bon, en fait, le problème est que, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez une école au Togo où on fait les négociations internationales. Il y a beaucoup d'écoles qui font commerce international. Je parle de négociations internationales. Moi, j'ai assisté le gouvernement dans beaucoup de négociations. Ben, souvent, j'ai vu que les gens m'accompagnent, c'est moi qui fais tout. Je suis en train de négocier des contrats aujourd'hui pour le gouvernement de Guinée équatoriale. Vous avez vu ça? Hein? Le gouvernement m'a fait plaisir de me confier cette négociation. Ils sont surpris de ce que je leur ai obtenu. Ils se demandent, mais comment tu fais? Parce que quand on sait que vous ne savez pas, bon, vous faites signer ce que vous voulez. Et surtout si vous êtes intéressé. Si vous êtes intéressé, vous allez signer n'importe quoi pour le nom du pays. Mais par contre, quand vous n'êtes pas intéressé, bon, vous allez négocier pour le pays. La plupart de ces contrats que vous parlez là, on peut les remettre en cause. Il s'agit d'une question de volonté politique. Ça, c'est la politique, ce n'est pas technique. Mais parfois, c'est remis en cause, mais après, je prends par exemple la nationalisation des phosphates. À un moment donné, le Togo a tout repris pour donner finalement... Non, c'est que vous mélangez les époques et puis les faits. C'est que quand le père de la nation, le général Yadema, a décidé de faire contrôle balancé de 49 à 51%, donc c'est lui qui va contrôler maintenant les phosphates, ça n'a pas plu aux gens. C'est pourquoi ils ont voulu le tuer. Il ne s'est pas levé pour nationaliser. Non, il a négocié. D'abord, il a fait une étape jusqu'à ce qu'on est arrivé à 49%. Après, il a jugé qu'il n'y a pas assez qui rentre. Il voulait passer à 51 seulement pour cent. Les gens, ils ont dit, mais il se prend pour qui? Bon, et ils ont monté leur coup. Les gens sont prêts à se faire tuer avec le président. C'est ça l'attentat de Sarakawa. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on enseigne ça aux apprenants à l'école? C'est un acte héroïque, hein? Il va falloir qu'on change notre système éducatif pour qu'on apprenne à nos apprenants d'où nous venons, quelles sont les difficultés qu'on a eues face à quelle situation. Donc quand le général Yadema a décidé 51, il n'a pas encore signé. Donc il a donné un temps de réflexion. C'est pendant ce temps de réflexion qu'ils ont essayé de l'éliminer carrément. C'est pourquoi il y en a qui sont morts. Si vous voyez les rues qu'on a donné le nom de ces héros-là, est-ce que les gens savent le nom, ce que ça signifie? C'est pourquoi moi je pense qu'il faut revisiter notre enseignement. Ce n'est pas ce qu'on apprend là qui sert à quelque chose. Dans les pays soi-disant développés, ils font ce qu'on appelle la répartition du temps du travail. C'est qu'un travail
ils l'ont quantifié et ils font des spécialités pour qu'une seule personne ne fasse pas tout. Ce qui fait qu'ils sont en avance sur nous. Nous, on veut que tu fasses tout. Du coup, tu perds beaucoup d'énergie. Une question d'ailleurs dans ce sens-là de Isaac Bino Agbemadon depuis le Bénin. J'aimerais savoir si la division internationale du travail contraint certains États à ne pas investir dans certains domaines. Non, pas du tout. L'État est souverain. Or, notre souveraineté, les gens aiment les consultants. Les consultants qu'on fait venir de l'extérieur, là, ils ne connaissent pas le pays mieux que ceux qui sont patriotes. Nous, on est dans la catégorie des patriotes. Pourquoi ? Parce qu'on souhaiterait que ce qui nous est arrivé n'arrive plus à nos enfants, à la génération future. C'est pourquoi nous parlons des problèmes que nous avons vécus. À l'heure actuelle, lorsque nous avons soulevé le problème de capital humain, il va falloir qu'on se dise que nous voulons embrasser tous les secteurs de développement de notre pays. Et ça va commencer par quoi ? Une éducation d'abord de la masse. Aujourd'hui, personne n'éduque les jeunes à rester au pays. Personne ne s'occupe de ça. Alors que tous les jeunes, pratiquement, ils cherchent l'autovisa pour quitter, ils cherchent à aller à l'extérieur. Ça, c'est une maladie chronique de la plupart de nos pays. Or, dans l'éducation, on n'a personne pour que les autres écoutent. Bon, j'ai des gens, quand je discute avec eux, on ne savait pas qu'il y avait ces opportunités. Tout le monde pense que quand je vais aux États-Unis, je vais en Europe, je serai mieux. C'est faux. C'est juste un nouvel esclavage qui commence de l'autre côté. Et je passe mon temps à dire que l'école, c'est du domaine régalien de l'État. C'est à l'État de savoir la cible. Nous voulons faire quoi? Arriver où? Il a parlé tout à l'heure du coton. Bon, comme on était dans le sujet du sous-sol, c'est pourquoi je ne voulais pas parler du coton. Parce que le sous-sol, c'est ce qui est en bas de nos pieds. Bon, il y a l'hydraulique, il y a plein de l'hydrologie et consorts, etc. Est-ce que vous savez que on dessine les cours d'eau dans nos universités, dans les écoles, lycées, etc. Mais savez-vous que l'hydrologie, ce n'est pas que ça. Il y a l'eau qui est en bas de nos pieds. C'est très important comme ressource. Et que ça aussi, on n'en parle pas. Est-ce que c'est ça qu'on veut développer? Dans ce cas, la recherche de l'hydrologie souterraine, c'est une matière où on fait des masters dedans. Quand vous voulez faire les métaux nobles, c'est autre chose. Les métaux classiques, c'est autre chose. Tout le monde sait aujourd'hui que les matières premières classiques, c'est le fer, la bauxite et le cuivre. Point. Les autres là, on les appelle des matériaux d'addition. Le vanadium, le chrome, tout ça là, nickel, tout ça là, c'est des éléments d'addition. Vous n'allez jamais trouver un produit fini uniquement en nickel. Ça n'existe pas. Mais de base fer, oui. De base cuivre, oui. De base aluminium, oui. Mais l'alumine est tiré de la bauxite. Donc, il faut d'abord étudier la bauxite, qui est la matière première. C'est un master dedans. Vous voulez faire l'alumine, qui est la transformation de la bauxite en alumine. C'est une autre formation. Vous voulez faire maintenant les dérivés des produits d'aluminium. C'est une autre formation. Donc, si vous voulez éduquer votre population à prendre en charge ces genres de choses, c'est dès maintenant qu'il va falloir que l'on répartisse les qualifications et les compétences dans les domaines donnés. Maintenant, pour l'exploration, c'est une question de négociation. Qu'est-ce que vous voulez faire? Si je prends le cas du Ghana, qui a mis en place l'Institut du pétrole, où ils ont formé pendant 3 ans 800 personnes. Aujourd'hui, ils ont réduit le nombre d'étrangers qui viennent à Takoradi. Et l'argent reste au Ghana. Et si vous allez aujourd'hui, les villas à Takoradi sont très chers payés parce qu'aujourd'hui, c'est une ville pétrolière. Et ça, on peut en créer dans tous les pays si on veut. Nous, par exemple, quand on entend des gens dire que le Togo n'a pas de pétrole, c'est des conneries qu'on raconte. Je pèse bien mes mots, c'est des conneries qu'on raconte. On a tous du pétrole. Maintenant, comment accéder là où ça se trouve? Ça, c'est autre chose. Eni est venu dans ce pays. Toute tentative de les approcher pour discuter, ils ont dit non. Mais comment vous pouvez imaginer qu'il y a du pétrole au Bénin, il y a du pétrole au Ghana, il y a du pétrole partout, sur toute la côte, et chez nous, le pétrole nous a sauté? Ça n'a pas de sens, puisque c'est une question de sous-sol. Le sous-sol ne s'arrête pas à la frontière artificielle. Donc, ce qui veut dire quoi? Eni est venu, a fait du n'importe quoi, est parti, et le Togo est là. Le Bénin est en train de finaliser sa pétrole pour qu'ils redémarrent leur exploitation pétrolifère. Et le Ghana est en train de faire son 4e plateau. La Côte d'Ivoire
également, on a du onshore et du offshore, en mer et au sol. Il y en a partout. Je vous donne un cas. Il parle du développement horizontal des villes. Au Sénégal, on a un coin où il y a du gaz. Il y a un village dessus. C'est les Marocains qui ont eu le contrat d'exploitation. On a trouvé du gaz, mais on ne sait pas quoi faire. Moi, j'étais dedans. Et on a négocié pour dire que si on veut vraiment exploiter d'une façon industrielle, on a dû déménager le village. Pourquoi je parle du Sénégal concernant le gaz? C'est la même chose que Agou avec le fer. Les gens ont refusé qu'on déstabilise l'environnement. C'est ça le sujet. Bien sûr. Okay? Maintenant, est-ce que vous savez qu'on a deux gros problèmes en Afrique? Et ça, c'est mon point de vue. Hein. On nous dit que vous devez préserver l'environnement, mais ceux qui vous disent ça, ils ne préservent rien. Est-ce que le développement de nos sociétés ne doit pas primer sur ce qu'on nous impose? Or, si l'ancien chemin de fer qui va à Gou, on réhabilite sérieusement, avec des voies aux normes, etc., je pense que l'exploitation d'Agou est importante pour changer le plateau. Les gens ne vont plus rester dans leur pauvreté actuelle. Oh, on dit que oui, environnement, mais si on perd la montagne d'Agou, ça fait quoi? Qu'on ne va plus voir les sommets? Pour moi, il faut savoir expliquer aux populations le bien fondé et que la négociation concerne à transformer tous les villages, les 32 villages Agou, on les transforme, ça devient des villes importantes. Vous allez voir qu'ils vont accepter. Oui, mais la grande question, c'est de ne pas faire disparaître la montagne pour que finalement le projet se transforme en éléphant blanc. Non, mais de vraies négociations avec une transformation des sociétés, je vous assure que les gens d'Agou vont tous voter pour l'utilisation. Mais on a changé la nature de la présentation du projet. Pour moi, le chemin de fer existe déjà pour aller à Palimé. C'est pourquoi je vous parlais tout à l'heure de la concession qu'on a fait du chemin de fer. Ça existe déjà. Par rapport à Mangeli, où il faut faire une prolongation de Blita pour aller vers Mangeli. L'exploitation minière ne peut être basée que sur du chemin de fer. Point barre tiré. Si le chemin de fer appartient à l'État, l'État a tous les droits et les retombées, c'est pour l'État. Et ça va permettre de faire beaucoup de choses. Oui. Ça, c'est juste sur le transport. Une autre question, comment on a pu faire des chemins de fer à l'époque coloniale, les 62 ans après? Les États africains ont beaucoup de difficultés à faire des chemins de fer. Alors, bonjour le plateau, c'est Kofi qui nous écrit de Carré encore. La création des lycées scientifiques au Togo avait donné l'espoir que le pays devrait aller vers la formation des ingénieurs de rang. Mais malheureusement, après le baccalauréat, les enfants sont laissés à leur sort et certains sont même contraints de s'inscrire dans des facultés littéraires. La fameuse sociologie de M. Lassol. Allons aux états généraux de l'éducation, comme le propose M. Lassol. M. King? En fait, c'est ça même quand on observe, hein, on impose des restrictions pour rentrer dans les écoles professionnelles. Au lycée technique, par exemple, il faut des concours pour rentrer au lycée technique, sans concours aucun pour aller à l'enseignement général. Vous voyez jusqu'où la créativité a été... Oui, c'est vraiment aberrant. Jusqu'où on nous a conduit tout droit dans le mur. C'est le système français. On ne laisse pas la liberté aux gens de choisir le métier. On dit, si vous voulez choisir une formation à la suite de votre BPC, vous devez en faire une demande sous réserve que l'administrateur accepte votre demande. Moi, j'ai passé un concours pour le lycée technique. Moi aussi, j'ai passé concours pour aller au lycée technique pour aller faire la série G3. Moi, j'ai fait série E. Vous comprenez, les industriels de l'autre côté. Alors, vous voyez, nous qui avons fait le lycée technique, la plupart nous sommes retrouvés dans la vie. Hein. La plupart de mes camarades de classe, chacun est à son niveau. Et tu ne peux pas chômer. Si tu chômes, c'est que tu ne peux pas travailler. Vous comprenez? En fait, l'exemple, il est là. Mais on nous dit que pour aller vers le corps de métier, il faut une autorisation. C'est là qu'il faut encore revenir en arrière. Pour dire que, observons ce qui se passe et analysons le vécu. Dans un quartier, vous voyez combien d'écoles publiques? Et privées? Vous verrez que des écoles privées. Ça veut dire que les privés ont maîtrisé l'enseignement. Bon, c'est du business. Et ça on est d'accord. Et ça marche. C'est du business. Mais et seulement, dans l'esprit... C'est après l'école là qui est problème. Non, non, je veux dire quoi? Pourquoi est-ce que on pense que pourquoi est-ce que dans les pays francophones, on pense que c'est l'État qui a la maîtrise de l'éducation? Et pourtant, quand on regarde les faits, les privés aujourd'hui ont la maîtrise des infrastructures, c'est-à-dire qu'ils investissent leurs fonds
et déploie tout ce qui est comme moyen pour le personnel, pour assurer une formation, regardez seulement les résultats. Dans les différents examens, les écoles privées raflent le tableau. Ça veut dire qu'il y a une maîtrise, une maturité déjà au niveau des privés en matière de l'éducation. Donc l'État, qu'est-ce qu'il faut faire? Si c'était un problème d'infrastructure qui empêchait l'État de déployer plus les écoles professionnelles, les écoles techniques, mais qui passe la main aux privés. Les privés ont les moyens pour investir assez et l'État joue son rôle régalien de contrôleur. Puisque c'est l'État qui vote et qui élabore le programme national en éducation. Mais la même chose qu'il le fait en enseignement général, qu'on donne plus la voix maintenant au privé de déployer plus et orienter la politique de l'État en matière de l'éducation sur la formation professionnelle. Vous allez voir que les privés vont investir assez de moyens pour créer plus de l'école technique et réduire donc les écoles en enseignement général. Tu vas avoir le bac A, tu vas avoir le bac D, mais tu ne vas pas aller que le français. Mais quand tu as le bac en TI, quand tu as le bac en F1, F2, on leur dira n'allez pas obtenir ces bacs-là pour aller faire des jalonneurs. Obtenez ces bacs-là pour aller aujourd'hui vers l'assemblage. Je suis désolé de voir que certains de mes camarades, quand ils ont fini en F2 ou autre, à lycée technique... À l'Institut, tu es mélangé et il y en a qui sont partis faire géographie après. Non, alors, sur ce que vous voulez dire, je veux apporter une précision. Okay. Vous savez que moi, j'ai eu des investisseurs qui sont arrivés au Togo. Ils m'ont contacté. Bon, ils ont dit, voilà, où se trouve l'école nationale des soudeurs? Il n'y en a pas. J'ai dit, ils ont dit, où se trouve... En maçonnerie. En maçonnerie, il n'y en a pas. Il y en a pas. Où se trouve... Bon, en fait, quand on parle de métier, il y a plusieurs niveaux. Il y a les tâcherons, les techniciens, les ingénieurs. En maçonnerie. Pour faire le béton, c'est un master. Ouais. Où allez-vous trouver ça au Togo? Il n'y en a pas. Je passe mon temps à expliquer que nous devons faire les états généraux de l'éducation par rapport à la vision de développement qu'on a. Nous ne pouvons pas parler de PND, axe, quand on n'a pas une université de transport. Au Nigeria, ils ont investi 50 milliards pour mettre en place une université de transport. Tu veux faire logistique, c'est là-bas. Tu veux faire maritime, c'est là-bas. Tu veux faire aviation, c'est là-bas. Au moins, ils savent ce qu'ils veulent. Et tous les États convergent là-bas. Lorsque tu décides d'aller là-bas, tu passes ton test, on t'envoie vers l'université des transports. C'est là-bas qu'on fait tout ce qui est transport. Tu as le logement, tout les ce qui est logistique. Les équipements sont tous là-bas. Ce qui fait qu'ils développent le fluvial, ils développent le maritime, ils développent le ferroviaire. Et puis vous avez vu les dernières voies ferrées du Nigeria, même à Lagos. Mais non, il faut des transports urbains, inter-États et qu'on soit en chemin de fer. C'est la vision. C'est autour de la vision qu'on développe le système éducatif. Le capital humain, moi je passe mon temps à le dire depuis des années. Quand je suis rentré au Togo en 2002, ce que j'ai constaté, c'est que quand je discute avec les gens, ils sont trop, disons, ils ne pèsent pas. Mais c'est eux qui ont la signature. Hein. Mais tu ne peux pas leur dire. Et quelle est leur première attitude? Ils ont peur que tu les remplaces. Et je les rassure tout le temps que je ne cherche pas à le poser quelqu'un. Je suis là pour aider. Mais même quand tu aides, les gens ont peur que demain, tu les remplaces. Moi, je ne veux pas être dans l'administration. Parce que le ministre va t'appeler matin, midi, soir, pour rien du tout. Parce qu'il est le ministre. On parle de projets structurants pour développer le pays. Pas des réunions sur réunions. Nous appelons ça dans la privée les réunionites. La maladie des réunions. Pour dire que c'est moi le chef. Ça ne sert absolument à rien, ça. On veut des choses concrètes. C'est pourquoi nous on demande une évaluation de tous les ministères. Qu'est-ce qu'ils ont fait l'année passée? On attend de l'Assemblée nationale un contrôle de l'exécutif. Dans ce sens-là, mais pas seulement qu'on est là pour faire de la politique. Il nous faut un contrôle systématique. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un nommé ministre, il fait un temps donné là-bas, il s'en va, on ne sait pas ce qu'il a fait, un autre vient. Oui, mais avec le budget programme, est-ce que ce problème ne sera pas réglé? Oh non, le budget programme, c'est fait pour autre chose. Oui. On dit, il y a des projets qui vont durer 2 ou 3 ans. Quand vous dites que vous avez une vision, vous devez savoir combien de temps ça va prendre la mise en place de votre vision. Si vous savez que la vision, ça va prendre 36 mois, vous devez veiller à ce que dans le budget des N+3, qu'on retrouve les montants susceptibles, puisque dans l'État, si ce n'est pas prévu, on ne peut pas exécuter. Donc c'est ça l'histoire du budget programme. Maintenant, quand vous avez des gens qui sont incapables de penser à 2 ans,
Vous voyez que les budgets programmes, dans la plupart des ministères, c'est juste, on fait plus ou moins 0,5 ou 5 sur certaines lignes. Mais ce n'est pas de vraie construction, puisque vous avez des lignes qui sont toujours figées. Alors qu'il nous faut des choses dynamiques, un budget dynamique. Il ne peut pas être tout le temps, on a fait l'année passée tant, donc on ajoute 10% dessus, 5% dessus, et on dit qu'on a un budget. Je vais creuser ce dossier pour en savoir davantage. Bonjour Gilles, permets-moi de demander comment vous faites pour réunir ces grands spécialistes que nous admirons tous. Hein? C'est eux qui nous font l'honneur d'être là. Merci. Avec Covid-19, j'ai vu les limites de nos professeurs, médecins, chercheurs, sans savoir où connaître ce qu'ils ont trouvé depuis qu'ils cherchent. Aucun d'entre eux n'a pu sortir un produit à base de nos plantes. Peut-être c'est la faute de nos dirigeants. Mais pour moi, les meilleurs docteurs et professeurs en Afrique sont nos grands-mères, qui depuis longtemps nous ont soignés à travers leurs petites marmites en terre cuite, où elles font sortir les médicaments pour nous soigner. Donc on les diabolise en évoquant des arguments de dose. Pourtant, nos professeurs en herbe et docteurs sont incapables de créer quelque chose pour nous. Ils urgent qu'on quitte très vite ce stade et prendre notre destin en main. Merci. C'est Innocent qui nous écrit de Dapan. Bien évidemment, il aborde le sujet dans le même sens que moi. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la OU n'a pas suivi de transformation, alors que nous avons beaucoup de diplômés quand nos parents disaient « je ne veux pas que ce qui m'est arrivé t'arrive mon enfant, donc va à l'école » et que mon père lui avait la OU qui était l'outil qui lui a permis de payer ma scolarité, que moi je n'ai pas pu apporter l'amélioration donc à cet outil. C'est la même situation de voir que avant que les Occidentaux ne pénètrent le continent, nos parents avaient donc la connaissance de l'utilité de chaque herbe, de chaque élément qui était dans notre écosystème pour prévenir, lutter contre des maladies, même si c'était des pandémies. Aujourd'hui, malgré ces diplômes que nous avions obtenus dans nos différentes universités, des docteurs en pharmacie, des docteurs en santé, mais qui sont devenus des boutiquiers, qui ne peuvent pas transformer je veux dire, ce que nous avons dans notre écosystème sur le plan faune, hein, pour pouvoir trouver des solutions aux maladies que nous avons. Nous avons des maladies tropicales, c'est les Occidentaux qui inventent des produits pour eux. Vous rentrez dans une officine en France, vous cherchez des produits de lutte contre le paludisme, vous ne trouverez pas parce que ce n'est pas leur maladie. C'est vraiment aberrant que c'est ceux-là qui nous proposent des solutions pour lutter contre le paludisme sur notre continent. Et pourtant, nous savons très bien que quand j'ai le palu, et le palu vient à moi, je coupe pratiquement, je mets du citron dedans, j'en bois. Mais pourquoi est-ce que nos pharmaciens qui sortent de nos universités ne peuvent pas sortir les substances à partir desquelles pratiquement me guérit, associées au citron me guérit, pour en faire donc des substances médicamenteuses conventionnel, soit en liquide ou en sérum ou en comprimé pour que je sois guéri de paludisme et que ce soit Dipharma qui fabrique des produits qui intoxiquent notre vie à longueur de journée. Vous souffrez de cancer, vous souffrez de prostate, tellement de maladies que nous avons et pourtant nous sommes à l'heure de la médecine moderne. Et avant que la médecine moderne ne soit introduite dans nos pays, il n'y avait pas ces maladies bidons aujourd'hui, cancer de sein, cancer de cuir, cancer de gorge. Mais nos parents sont meilleurs que nous en termes de créativité. Juste pour confirmer ce que vous dites, savez-vous qu'on a découvert des vaccins contre le paludisme qu'on ne veut pas qu'on commercialise? Pourquoi? Parce que le business, ça tourne bien hein, sur cette partie du continent. Le palu, ça fait beaucoup de ravages, ça tue beaucoup de gens, donc le business est en cours. Mais l'autre chose que j'ai découvert par hasard dans mon parcours, il y a ce qu'on appelle les hospices de Beaune. Quand vous allez là-bas, c'est tout ce que pendant la colonisation, ils ont trouvé de richesse chez nous. Ils les ont stockés dans des bocaux avec tout ce que ça guérit. Et ça fait plus de 100 mètres de rayonnage. Et ça vient de l'Afrique. Pendant la colonisation, les gens ont été chez ce qu'on appelle les pharmacopées, là, les herboristes, là. Les herboristes. Ils ont pris, ils ont copié, ils ont photographié, ils les ont stockés. Hospice de Beaune, à Beaune. Ceux qui connaissent ça sur l'autoroute qui va à Lyon, ils vont là-bas. C'est ouvert, hein, tu peux aller visiter et regarder. Je vous assure que
ils ont récupéré le maximum qu'ils peuvent de l'Afrique. Maintenant, est-ce que nous avons la volonté de changer cet état de choses? Tout à l'heure, il parlait des médicaments et consorts, etc. Mais les génériques du Ghana dont vous avez parlé, qu'est-ce qui nous empêche de faire les génériques? Bon, aujourd'hui, vous savez, le business de Covid est en cours. Hein. Il y a des gens qui ont audité leur période de Covid. OK? Il y a des gens qui sont en train de mettre en prison dans certains pays. Nous, on attend qu'on audite aussi chez nous avec la criette qu'on attend et la haute cour de justice. Parce que l'argent qu'on a dépensé pour faire Covid, là, on aurait pu faire beaucoup de choses avec. Développer la pharmacopée. Et nous, au niveau de la normalisation, on a mis en place une commission nationale, un comité national de normalisation des produits africains. Vous savez qui préside ça? Le Nigeria et l'Afrique du Sud. Si vous voyez, par exemple, le moringa, tous les médicaments qu'on sort dessus en Afrique du Sud et au Nigeria ici, mais c'est incroyable. Mais on l'a normalisé. Et ça marche. On voit ça dans les pharmacies. Mais dans nos pays francophones, on ne veut même pas que quelqu'un participe à ces travaux de normalisation des produits africains dans le domaine médical. Pourquoi? Mais parce que on n'a pas intérêt. Il y a des grands groupes qui contrôlent notre devenir. Ils préfèrent qu'on achète ces produits-là juste pour ça. Mais comme nous sommes aujourd'hui dans le souterrain, ce qui est au sous-sol, on va seulement dire pourquoi nous ne pouvons pas transformer ce qu'on sait que ça existe déjà. Parce qu'il y a plein de matériaux et de métaux qui existent sous nos sols que nous-mêmes, on ne sait pas que ça existe parce qu'on ne veut pas savoir. Maintenant, ce qu'on sait que ça existe, pourquoi nous ne pouvons pas transformer, comme au Sénégal, le phosphate? Et qu'on est toujours, comme si nous avons une malédiction où on ne sait pas changer. Même l'erreur qu'on commet, on continue toujours pas à faire l'erreur. Je ne sais pas si c'est par insouciance ou bien par manque de considération des populations, mais on doit pouvoir transformer le phosphate togolais au Togo, au moins en semi-fini. Mais on ne peut pas continuer toujours à vendre des tonnages de raw matériel. Moi, je pense qu'il est temps qu'on change de paradigme. Et c'est ça, moi, mon leitmotiv. Tout le monde doit changer. Faisons le mea culpa et changeons une fois pour de bon pour qu'on change. C'est combien pour un État mettre en place cette disposition? Les actionnaires seront nombreux. Pourquoi? Parce que tout le monde a un problème d'engrais. Et surtout avec ce qui se passe aujourd'hui à l'Ukraine et en Russie, on a une opportunité. Et c'est pourquoi nous, on pense, et c'est le rôle de la qualité, lorsqu'on a des risques, on a souvent beaucoup d'opportunités. Oui, mais pourquoi les privés ne viennent pas installer ces genres d'usines de transformation des produits sur place? Comment voulez-vous transformer le phosphate quand c'est du domaine de l'État? Il faut que l'État accepte que vous prenez le phosphate pour transformer. Bon, je vous dis que... Le droit de concession, c'est un droit qui relève de la souveraineté de l'État. C'est l'État qui doit avoir cette volonté. Moi, je crois que les gens qui veulent participer seront nombreux parce qu'aujourd'hui, le problème d'engrais est mondial. OK? Jacques nous a écrit de Sokodé. Félicitations aux invités d'avoir touché le réel et véritable problème qui pèse à titre principal sur notre système éducatif, qui est contre-productif en termes d'efficacité dans la formation. Retenons donc globalement que notre système éducatif est caduc. Les pays francophones d'Afrique se sont fourrés dans un cercle infernal de la routine. Ce qui urge, c'est de revoir les contenus éducatifs. Nous sommes qualifiés en théorie et en discours. Il nous faut observer une trêve de la théorie pour passer à la pratique. Merci Jacques depuis Sokolé. Qui d'autre nous a écrit? Pascal depuis Barkwasi dans les savanes, juste pour jeter des fleurs aux invités qui maîtrisent bien les causes du blocus du développement de l'Afrique. Bonne émission. Merci à Jacques aussi depuis Barkwasi. New World TV reçu un peu partout au Togo et dans le monde entier sur plusieurs supports par satellite, par application. Vous faites plaisir. New World TV, vous pouvez nous recevoir également sur OTT avec Move TV, King. Sur Internet aussi, www.newworldtv.com, sur YouTube.
sur Facebook, New World, reçu partout dans le monde, à Singapour aussi, hein, chez vous. New World fait la fierté du Togo, relève le niveau, l'image même de notre pays. Et je crois que c'est à partir de période même de Coupe du Monde, on verra encore plus que notre pays quand même a un autre niveau qualité aussi Non, à chaque de émission, plateau. les gens écrivent des États-Unis. Bon, moi, ça me surprend des Bien fois sûr, quand les bien gens sûr. cherchent à te joindre. C'est pourquoi il Ils ont faut suivi soutenir, il faut l'émission. soutenir au maximum au New World Team avec. Non, moi, mon problème, c'est que je veux que, quand ces émissions aient lieu, je veux que, des fois, qu'on ait aussi ceux qui sont en charge. Parce que rien ne justifie que le directeur de la géologie ou bien dit que j'attends le ministre qui me donne les instructions. C'est ce qui se passe dans nos administrations. Si le ministre n'a rien dit, on ne fait rien. On attend le ministre. Mais attends, jusqu'à quand? Moi, je préférais que ces émissions qu'on ait avec des contradictoires qui disent que nous, voilà ce qu'on fait. Et puis, on va voir le résultat. Parce qu'en fait, quand on fait des émissions comme ça, ce que les gens disent, c'est que dommage qu'on n'a pas un représentant de l'État. Pour chaque sujet, on va lui demander qu'est-ce qui empêche, par exemple, de faire les états généraux de l'éducation. Qu'est-ce qui empêche de créer une école de négociation internationale? Sinon, ce qu'on fait ailleurs, et ça, c'est le chef d'État l'a compris, vu le déficit qu'on a en compétences au pays, il a créé une opportunité, une initiative présidentielle pour l'excellence. Donc, on choisit des gens pour combien de places, même là, et ils sont 12 000 à compétir pour peu de places. L'initiative présidentielle, pour trouver des gens qu'on mette au niveau. Or, ce qu'il nous faut, c'est le président Watt qui le disait tout le temps, on peut être à Lomé sur des cours à Harvard, on peut être à Lomé sur des cours à Cambridge. Pourquoi forcément les gens veulent aller sur place physiquement pour suivre ces cours-là? Moi, il y a beaucoup de cours que j'ai suivis à distance, mais par contre, pour les évaluations, tu dois te rendre physiquement sur place. On ne peut pas ça à distance. Il faut être là-bas pour les évaluations, passer l'examen. Moi, j'ai préparé mon dernier examen au mois de mars à distance, mais je suis parti une semaine à Prague pour passer l'examen. Ça, c'est en salle. Tu dois être en salle. Si tu n'es pas là, on ne peut pas te donner un diplôme. Ah, donc, vous continuez d'apprendre alors? Ah oui, j'apprends toujours. Et mon dernier examen date du mois de mars 2022. Sur quoi? Bah, écoute, la technique Coulomb-Foucault, qui est une technique qui permet de détecter des anomalies sur tout ce qui est discontinué dans les matériaux. On l'applique, c'est ce que j'ai appliqué sur les stages, les 22 stades construits par le président Talon au Bénin. président Talon au Bénin. Et les Chinois ont dit qu'ils n'ont jamais appris ça de leur vie, que ça existe. Et je leur ai démontré à quoi ça sert. Tout soudure que les gens font, quand tu viens avec Courant Foucault, tu trouves les anomalies à l'intérieur. Et on a contrôlé tous les stades qui nous ont été confiés dans le cadre d'un marché de surveillance et de certification. Donc, on l'utilise beaucoup dans les avions. Je viens d'en appliquer avant-hier à Abidjan, sur un avion espagnol et consorts. Bon. En fait, on certifie régulièrement. Mais ce qu'on dit aux gens, c'est que lorsque je vous parlais tout à l'heure de la certification de la cargaison d'exportation de fer de Mauritanie, au départ de Nouadhibou, c'est une grosse boîte qu'on appelle Inspectorate qui est en charge de ce genre de certification des cargaisons. L'usine a commandé 26 000 mètres cubes tonnes. Bon, il donne une quantité donnée de tonnage. Mais toi, en tant qu'expert, on te demande de certifier que ce qu'on emporte est conforme au bon de commande. Vous savez comment on triche dans le domaine minier? Ce n'est pas compliqué. C'est des bateaux qui viennent faire les emports. Nous avons au niveau des bateaux ce qu'on appelle les tirants. C'est de la météorologie, ce que je vous dis là. Donc, on va faire une évaluation. Quand le bateau est vide, on inspecte les cales, on s'assure qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Parce que s'il y a l'eau, on fausse la masse spécifique. Donc, c'est le théorème classique d'Archimède. Tout le monde connaît ça. On enseigne ça, mais les gens ne savent pas que nous, on mange ça. Et on va faire, on va remplir le bâbord, l'arrière jusqu'au milieu, jusqu'à ce que, quand le bateau est stable, on finit tout. Le bateau, avant que vous ne commencez le chargement, vous pouvez être à 18 mètres. Pour grimper dedans, vous grimpez l'escalier. Mais quand c'est chargé, il est à 1 mètre de l'eau. Mais avec des ballasts qui permettent de ne pas se renverser, etc. Donc c'est stabilisé. Donc notre contrôle météorologique, c'est la quantité et la qualité. La qualité, ça se fait par des prélèvements au début du chargement, au milieu et à la fin. Et on va passer ça au laboratoire. Par exemple, la granulométrie est un paramètre important. Si vous voyez la poudre d'oxyde de fer, il n'y a pas de fer brut, ça n'existe pas dans le monde. C'est des oxydes de fer qu'on vend. Et si vous avez un fer à tonnage, disons, ce que tout le monde cherche à acheter, c'est du Fe3O4, oxyde de fer
bien dosé. Par contre, si vous trouvez oxyde de fer Fe2O3, vous n'avez pas beaucoup de grains de fer en composition chimique. Donc, les gens, tout le monde cherche Fe3O4. Donc, si vous prenez, si vous avez des grains qui font peut-être 20 microns, 40 microns, et des grains qui font 10 microns, vous n'avez pas le même apport. Parce que plus la granulométrie est grande, plus ça prend de la place. Alors que quand elle est fine, vous amenez beaucoup. Donc, quand on veut tricher, qu'est-ce qu'on fait? On donne une granulométrie mélangée. Un peu de gros grains, un peu de petits grains. Du coup, le bateau est rempli, mais quand on va décharger à l'arrivée, au niveau des aciéries, on ne va pas trouver la quantité recherchée. Donc, le rôle de l'expert, c'est de s'assurer qu'on ne triche pas celui qui a passé commande. Donc, je fais ça tout le temps. Même au niveau des phosphates, c'est pareil. On fait aussi la certification des apports de phosphate. Mais ce qui est dramatique, c'est qu'on ne veut pas que les gens voient en profondeur, parce que vous avez des structures comme SGS qui ont des contrats avec les exploitations qui sont systématiquement dedans. Mais SGS, c'est pas togolais. On ne maîtrise pas trop. Bon, sur le plateau, l'Afrique pourrait être maître de son sous-sol si nos systèmes éducatifs sont en adéquation avec le monde technologique. Regardez, nous apprenons des langues étrangères dans nos écoles, que nos politiques réfléchissent. Félicitations à vos invités. C'est Vincent qui nous écrit d'Adi Dogomé. Est-ce qu'on peut parler de Manglibek qui nous écrit de Guérin Kouka. Félicitations pour le choix du sujet du jour, aussi aux invités pour leur maîtrise, surtout à M. King. Seulement, les invités, à mon avis, n'ont pas abordé suffisamment le problème de la mauvaise gouvernance en Afrique avec son corollaire de clientélisme, de tribalisme, de promotion de la médiocrité qui freine les résultats de l'exploitation de notre sous-sol. King? De toute manière, nous sommes conviés à discuter aujourd'hui des problématiques liées à cette faiblesse d'exploitation de nos sous-sols par les nôtres. Pourquoi est-ce que nous, en tant qu'Africains, aussi nombreux que nous soyons, nous n'avons pas de maîtrise de nos sous-sols, nous n'avons pas de connaissances et de compétences pouvant nous permettre à faire des recherches, des explorations pour pouvoir exploiter les différents minéraux qui sont dans nos sous-sols. Aujourd'hui, le niveau de connaissance que nous avons ne peut même pas permettre aux Africains, géologues même, de connaître la nature même du sol que nous avons. Ils sont obligés de faire appel à des expertises étrangères parce que le niveau de qualification ne leur permet pas d'inventer, d'imaginer eux-mêmes des procédures même de recherche. Il faut qu'ils se réfèrent donc au process qu'ils ont appris à l'école. Il faut que les Africains arrivent à inventer leur propre école, en fait. C'est de ça qu'il s'agit parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, même le système éducatif nous a été importé. Donc, nous devons arriver à un stade où on se dit, écoutez, les Occidentaux ne sont pas des êtres supérieurs à nous. Parce que tout ce que nous faisons chez nous vient de chez eux. Pourquoi ne pas inventer notre propre école, notre propre formation? Qui dit qu'il faut forcément avoir le diplôme avant de voir de l'emploi? Pourquoi même s'agripper à un système où on parle de diplôme? Alors que tous ceux qui nous ont nourris, nous ont fait, même quand je parle de la révolution industrielle, ce ne sont pas des diplômés. Vous-même, vous avez un diplôme. Alors, donc, en structuration économique. Je reviens, je dis que c'est une matière qui est peu inconnue même d'ailleurs. Quand je parle de la structuration économique, est-ce que les gens savent de quoi ils parlent même? Mais il y a plein d'économistes. Quand nous allons à l'architecture de l'économie de nos États, c'est pourquoi je reviens sur le doyen qui dit, mais il faut vraiment faire les États généraux. Il faut quand même réécrire même la structure de nos économies. Et c'est dans la réécriture de cette structure de notre économie qu'on va toucher du point même le problème lié même à l'éducation, parce que c'est pour servir l'économie que le système de l'éducation est là, et non le contraire. Parce que, revenons toujours à la définition, si l'économie consiste à satisfaire nos besoins par la production, l'éducation rentre donc dans le besoin de la production. Donc il faut la compétence. Donc si on n'a pas la compétence, on ne peut pas produire pour satisfaire nos besoins. On est d'accord? Donc toutes ces choses-là contribuent à la mise en place d'un environnement sain, serein et opportun pour une économie développée. Une question simple d'Alain de Sotubois.
L'émission, bonjour New World Forum. Ma question donc est précise. Est-ce que le Togo produit le pétrole? Sinon, qu'est-ce qui nous manque pour le faire? Est-ce que vous avez des réponses? Non, on ne produit pas. Il y a Eni qui est venu à tourner les pouces ici, à faire des sondages sismiques. Pour l'exploration. Et puis il est reparti. Oui, mais il y a du pétrole au Togo. Il n'y a que les gens qui ne veulent pas voir le nord, là où ça se trouve, qui disent qu'il n'y en a pas. Il y en a partout. Et ça fait des années que nous, on sait qu'il y a du pétrole au Togo. On a du onshore et du offshore. Seulement, on ne veut pas, peut-être, parce qu'on a dit que s'il y a le pétrole dans un pays, il y a souvent des problèmes de déstabilisation, etc. Peut-être que c'est pour cet aspect-là qu'on ne veut pas, mais sinon, il y a du pétrole au Togo. Peut-être est-ce que la quantité est suffisante pour Ce n'est pas une question de quantité, M. Gilles. Je vous assure que le plateau maritime depuis Nigeria? le Maroc et la Mauritanie, même actuellement, nos amis de Libéria sont en train de pomper. Là, c'est en train de monter ces dossiers pour commencer. Le Sénégal a commencé en joint venture avec la Guinée-Bissau. Tout le monde a du pétrole. Il n'y a que les gens qui ne veulent pas qu'on aborde le sujet, qui vous disent que, bon, d'abord, il y a une manière de savoir si on a ou on n'en a pas. D'abord, nous, dans nos fréquentations, nous avons fréquenté des zones où peut-être c'est rare que les gens y aient accès. Je veux parler de l'ESA. Vous connaissez l'ESA? Non. Ah bon, c'est l'Institut européen spatial qui concerne tout ce qui est satellitaire. D'abord, il y a deux techniques. Quand on est au niveau satellite, on balaye, on sait exactement ce que vous avez en bas. Maintenant, pour avoir accès, il faut payer. D'accord? Ça coûte cher. Deux, si maintenant vous êtes arrivé, vous voulez savoir quelle est la profondeur, parce que la satellite ne donne pas de profondeur. Il fait un maillage en fait. Lui, il dit qu'il y en a. Maintenant, pour connaître la profondeur, il n'y a pas 10 000 solutions. Il faut faire du sismique. Il y a un bateau, on émet des sondes, il dit que je suis à 400 mètres. D'après ce qui revient, les échos. Et puis maintenant, on va prendre une barge, on va aller faire le forage pour voir si c'est vrai. Si c'est là-bas, ce que vous ne savez pas, la plupart des guerres viennent d'où? Parce que c'est la même couche qui continue. Si vous avez vu la difficulté qu'il y a eu entre le Ghana et puis la Côte d'Ivoire, donc la zone où la Côte d'Ivoire pompe, ça agit sur... Non, le plateau continental, les droits maritimes disent que par rapport à la frontière, vous avez tant de nœuds. Donc c'est Ghana. Mais derrière, c'est comme quand vous allez à Grand Popo, la partie béninoise, ça appartient au Bénin. OK? Mais quand vous trouvez du pétrole là-bas, c'est le Bénin qui va pomper, ce n'est pas le Togo. C'est la même chose entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Quand le président ivoirien est parti voir le Ghanéen, il a dit que non, bon, on s'en tient aux droits. Les droits, c'est clair, c'est le Ghana, c'est pas Côte d'Ivoire. Le sujet est vaste et passionnant. Peut-être que nous aurons l'occasion de revenir là-dessus, mais nous sommes donc arrivés déjà à la fin. Merci de votre participation, Monsieur Lawson Ucheli et Monsieur Dojro. On aura l'occasion de revenir sur le sujet. Merci à Magloire Adokou pour la réalisation. Rebecca Vessou a assuré la qualité des caméras. Tout de suite, c'est une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. À très bientôt.